Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode consacré à la régénération de la biosphère. Vous êtes dans la deuxième partie du cours consacré à l'espace des solutions, un cours qui est lui-même consacré aux pistes pour un monde soutenable. Alors si vous n'avez pas vu la première partie consacrée à l'espace des problèmes, je vous engage à le faire parce qu'on va y passer très peu de temps maintenant, se concentrant plutôt sur comment est-ce qu'on structure les solutions pour y répondre. Et sans plus attendre, je vais faire un petit récapitulatif. Comme vous le savez, nous sommes dans la situation de la biosphère est très préoccupante puisque les espèces disparaissent à une vitesse qui est 10 à 100 fois plus rapide que la vitesse normale. Donc nous faisons face à une extinction de masse des organismes vivants. C'est la limite planétaire qui est la plus préoccupante au dire de Rockström. Et les causes principales de la disparition de ces espèces sont listées ici. Ça a fait l'objet d'un papier de 2016 qui a été mis en graphique par le Our World in Data. Alors, ce que l'on peut voir tout de suite, c'est que le changement climatique est ici. C'est une cause relativement mineure pour l'instant. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la cause principale de disparition des espèces et de la biodiversité, c'est essentiellement notre action en tant qu'espèce, l'action de l'homme, que ce soit la surexploitation, parce que l'on coupe des arbres, parce que l'on chasse, parce que l'on pêche, que ce soit l'agriculture qui est de loin le plus gros facteur, non seulement directement, mais aussi indirectement par les pollutions que ça engendre, ou que ce soit l'artificialisation des sols et le fait que le développement de nos villes, de nos moyens de transport, de nos moyens de production énergétique, etc., et la modification du paysage que ça induit, tout ça concourt à la disparition des espèces. Donc on a un jeu assez complexe de causes. Ce que l'on peut voir ici, c'est que le total est censé faire 8700 espèces, enfin 8688 pour être précis, et c'est beaucoup plus que ça, tout simplement parce que bien souvent, c'est une combinaison de facteurs qui est à l'œuvre dans la disparition des espèces, et on aura l'occasion d'y revenir. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais prendre 2 ou 3 exemples pour vous montrer que même si la situation est très préoccupante, elle n'est pas désespérée, loin s'en faut, parce que les écosystèmes sont très résilients et sont capables de revenir à un état fonctionnel très rapidement. Alors, j'ai pris cet exemple-là parce que moi, personnellement, je le trouve très parlant. Ici, vous avez l'Amazonie qu'on connaît ou qu'on croit connaître. Et puis, le titre « La domestication de l'Amazonie avant la conquête des Européens » commence à nous interpeller. Et puis, quand on commence à regarder un petit peu plus en détail ce qui est marqué là, on apprend des choses. En rouge et en orange, vous avez des zones dont on a pu établir qu'elles étaient des zones de culture il y a quelques centaines d'années. Et puis ici, dans les régions, les petits points noirs là, c'est l'endroit où il y a des arbres particuliers qui étaient plantés. Aujourd'hui, ce qu'on a l'impression de voir, c'est une forêt vierge primaire, alors qu'elle est dans une très grande partie, sur la base de cette analyse, on peut voir qu'elle n'est pas primaire et qu'elle est secondaire. D'autres papiers ont montré la même chose pour d'autres forêts. Et en fait, la plupart des forêts d'Amérique latine sont en fait des forêts secondaires parce qu'elles ont été cultivées et ont suivi des cycles répétés de destruction, ont été cultivées, puis sont revenus à l'état sauvage. Alors il y a un papier récent qui montre un peu le potentiel et la rapidité avec laquelle ça se fait. Ils ont étudié 77 sites en cours de restauration dans une bonne partie de l'Amérique latine et de l'Afrique. Et sur les 77 sites, ce qu'ils observent, c'est qu'un écosystème forestier complexe et fonctionnel peut renaître en moins de 2 décennies.
Ils ont regardé 8 caractéristiques des forêts, l'état des sols, la biodiversité, la quantité de biomasse, etc. Et sur l'ensemble de ces caractéristiques, en 20 ans, ils récupèrent 80% des caractéristiques d'une forêt mature. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, on peut revenir à un état fonctionnel très vite. Alors ce n'est pas limité au milieu terrestre, c'est aussi le cas au milieu marin. Et alors cet exemple-ci, moi je l'ai trouvé particulièrement parlant. Il est tiré du papier de Duarte dont j'ai déjà parlé dans l'espace consacré aux problèmes et qu'on va voir juste après, comme exemple flagrant de la capacité des systèmes à être résilients. Ce que vous voyez, c'est des coraux, une grande diversité de coraux, qui est issue des îles Marshall, qui, de 1946 à 1958, ont été bombardées à coups de bombes nucléaires, l'équivalent de 76 mégatonnes en équivalent TNT, et ils avaient calculé que la température de surface de l'eau pouvait même atteindre, à certains moments, plus de 55 000 degrés. Donc autant dire que tout a rôti. Et donc malgré ces conditions extrêmes, eh bien, 50 ans, 60 ans après, on retrouve des écosystèmes fonctionnels. Donc c'est un papier qui souligne à quel point, quand on laisse faire, on peut retrouver des écosystèmes qui fonctionnent avec une biodiversité qui s'épanouit. Alors c'est effectivement ce qu'on a vu dans l'épisode consacré à la biodiversité dans l'espace des problèmes. C'était le papier de Duarte qui disait qu'il était possible de reconstruire la vie marine en quelques décennies si on s'y prenait bien, parce qu'effectivement, il y a, et je l'ai déjà présenté, un certain nombre d'espèces qui ont vu leur population renaître, alors que ce soit les baleines à bosse, les éléphants de mer, les populations de la Baltique des cormorans, etc. C'est possible, et ce qu'ils disent dans ce papier, c'est que l'étude un peu plus poussée des différents écosystèmes marins qui ont été restaurés montre une capacité très rapide de ces écosystèmes à revenir, que ce soit des mangroves, que ce soit des herbiers sous-marins, des forêts de kelp, etc. L'abondance, la structure et la fonction de la vie marine pourraient se rétablir de manière substantielle d'ici 2050 si les principales pressions sont atténuées. Donc fondamentalement, il y a deux grands principes. Il faut réduire la pression qu'on exerce sur les écosystèmes et leur laisser le temps pour se reconstituer. Alors on peut le faire de différentes manières. Les deux méthodes les plus simples, c'est la conservation et la protection de lieux et la restauration quand c'est vraiment trop dégradé. On a à peu près le même résultat dans l'esprit obtenu pour le milieu terrestre, où ce papier-ci montre que les 2/3 des pertes des biodiversités futures peuvent être évitées, et il est possible d'inverser la tendance d'ici 20 à 30 ans. Pour ce faire, il faut à la fois accélérer la protection des écosystèmes, augmenter les zones protégées pour atteindre une couverture terrestre de 40%, c'est ce que ce papier préconise, en couvrant des sites importants pour la biodiversité avec une gestion améliorée. Il faut généraliser les principes de gestion de l'espace. Il y a beaucoup d'endroits où la terre et les écosystèmes ne sont pas gérés. Et puis, en complément de la protection, d'une extension de la protection, il faut aussi restaurer 8% des zones terrestres d'ici 2050. Alors, 8%, ça fait 12 millions de kilomètres carrés, ça fait 1,2 giga-hectares, c'est-à-dire 1,2 milliard d'hectares. Et on va voir que ces chiffres sont, bien qu'extrêmement importants, sont en cohérence avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui d'un point de vue politique. Il y a toute une partie du papier qui est consacrée à la transformation des systèmes agroalimentaires, et je n'en parle pas dans celle-ci, on en parlera dans la vidéo qui est consacrée à la transformation de l'alimentation. Mais c'est une combinaison évidemment de nos moyens de production et de consommation en tant qu'humain et de protection et de restauration qui assurera le retour d'une biodiversité fonctionnelle et florissante. Alors on va commencer la partie sur la protection et la conservation, la protection des espèces, la conservation des espaces et des habitats, avec d'abord des bonnes nouvelles, parce que toutes les espèces ne disparaissent pas à vitesse grand V. Il y en a aussi qu'on arrive à protéger et qui arrivent à ressusciter, ou quasiment.
Donc les deux exemples chez les mammifères et chez les oiseaux qui font partie des icônes, c'est le grand panda, donc, qui était en Chine dans les années 80, il ne restait plus qu'environ 1000 individus, donc il était en danger critique d'extinction. Et puis par une succession de mesures de protection de l'habitat, d'interconnexion, comme on le verra, on a pu rétablir le niveau des populations, donc, qui a quasiment doublé. Et donc aujourd'hui, l'espèce a été rétrogradée, ne fait plus partie des espèces en danger critique d'extinction. Elle est considérée comme vulnérable parce qu'elle flirte avec le seuil des 2000 individus. Le condor de Californie, la situation était bien pire. Il était éteint à l'état sauvage. Il ne restait plus que quelques dizaines d'individus qui étaient uniquement dans des... quelques dizaines d'individus qui étaient uniquement dans des zoos. Et en fait, en 87, l'État américain a pris la décision de capturer tous ceux qu'ils pouvaient trouver à l'état sauvage pour constituer une population captive avec laquelle ils ont commencé à faire un programme à la fois de reproduction et de réintroduction. Et aujourd'hui, il est non seulement de nouveau à l'état sauvage, mais il colonise différents États et on peut le trouver en Utah, en Arizona et en Californie. Donc deux exemples parmi bien d'autres. D'un point de vue quantitatif, on a pu estimer qu'il y avait une cinquantaine d'espèces d'oiseaux et de mammifères qui avaient été protégés depuis les années 90 et qui auraient probablement disparu s'il n'y avait pas eu ces systèmes de protection. Et donc tout est dans le titre. Le taux d'extinction au cours des 2 dernières décennies aurait été au moins 3 à 4 fois plus rapide sans les efforts de conservation. Donc c'est quand même, ça veut dire que quand on se donne les moyens et qu'on peut se spécialiser et apporter notre attention sur des espèces, on peut les protéger, en tout cas certaines. Alors ce que ça dit, c'est que, comme ça ne vous a pas échappé que depuis 2 diapositives, je ne vous parle que de vertébrés, c'est en fait là-dessus que se focalisait la liste rouge de l'IUCN. C'est un début, c'est par là que ça vient. Et effectivement, la plupart des mesures de protection et des papiers scientifiques sur la question sont centrés sur ces taxons, sur ces groupes d'espèces. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres manières de faire pour les plantes, les champignons, les bactéries, mais alors plus on va s'éloigner des vertébrés et moins on aura de connaissances sur le sujet. Mais ce que ça dit, au-delà d'une espèce particulière, c'est qu'il est très très important de protéger l'habitat dans lequel est cette espèce. C'est comme ça d'ailleurs qu'au fur et à mesure, comme on l'a vu avec le grand panda, on peut assurer la protection des espèces les plus représentatives. Et donc il y a une attention toute particulière qui est portée au nombre d'espaces qui sont protégés, qu'on appelle des aires protégées, alors des aires terrestres protégées ou des aires marines protégées. Et il y a maintenant une base de données gérée par UNEP qui s'appelle Protected Planet. Et Protected Planet, c'est la base de données mondiale de toutes les aires protégées qui tient à jour le recueil de tout ce qui est déclaré par les gouvernements. Donc c'est assez intéressant à explorer. Donc à date, on a près de 16% de la Terre qui est déclarée protégée, j'y reviendrai, près de 8% de la mer, enfin des océans, qui est déclarée protégée, et puis ces taux sont plus importants si on rajoute, mais je n'entrerai pas dans le détail, les aires protégées et autres types d'aires, mais encore une fois, je n'entrerai pas dans ce détail-là. Donc ça, c'est pour donner un peu l'ordre de grandeur. Alors visuellement, ça donne quoi? Ça donne, voilà, la planète, évidemment. Donc on a des aires de différentes couleurs. Alors on va commencer par le terrestre, c'est le plus simple. En vert, les aires qui étaient protégées en 2010. Et plus on va aller dans le rouge, et plus on va voir les aires qui ont été rajoutées depuis 2010. Qu'est-ce qu'on observe? Quasiment pas d'aires protégées nouvelles. Sauf avoir un petit peu des taches ici, on le verra mieux dans la diapositive qui suit. Pour les aires marines, il y a aussi un code couleur. En bleu clair, ceux qui étaient protégés en 2010, et puis plus on va aller dans le bleu marine ou dans le violet, plus on va voir ce qui a été protégé plus récemment. Ce que l'on observe, c'est que la dynamique est complètement différente, mais fondamentalement, les terres, donc ça c'est 2 ans, ça a été publié 2 ans avant ce que je vous ai montré de Protected Planet, donc les chiffres sont inférieurs. On obtient des taux qui sont quasiment
qui ont très peu bougé pour le terrestre, qui ont été multipliés par 2,5 pour le marin. Donc c'est ce qu'on voit bien, il y a bien beaucoup de violets. Il y a beaucoup d'aires qui ont été protégées récemment dans l'océan marin. Ce que je vous ai mis en rouge, et on y reviendra à la fin de cet épisode, c'est les cibles que la communauté internationale s'était fixées en 2010, qui devaient atteindre en 2020, ce qu'on appelle les objectifs d'Aichi. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ça n'a pas suffi. Et donc, que ça soit dans le terrestre ou dans le marin, ces objectifs n'ont pas été atteints. Donc ça, c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que ça a bien augmenté, notamment dans le marin. Alors, un point quand même qui est important, c'est que les aires marines protégées ont bien augmenté de façon très importante, mais ce n'est pas parce qu'il y a marqué aires marines protégées qu'elles sont vraiment protégées. Donc là, il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, il y a des aires qui sont plus protégées que d'autres. Et il y a des aires dans lesquelles, par exemple, les bateaux de pêche peuvent quand même continuer à aller, etc. Donc on a il faut distinguer les aires marines protégées déclarées et les aires qui sont vraiment protégées ou qui sont à haut niveau de protection. Et là, les calculs dans le papier de Sala et Lubchenko, c'est plutôt 2,7%. L'IUCN a commencé à faire une liste des sites de protection, alors pour l'instant c'est essentiellement terrestre, mais qui couvre les endroits qui sont des aires terrestres à très haute valeur de protection ou de conservation. Donc on a, si vous voulez, deux types d'indicateurs. Il y a le nombre total, le pourcentage total d'aires protégées, et puis le pourcentage total de la surface qui est dans le régime des aires protégées, et puis il y a la qualité de cette protection qui est en cours de caractérisation. Donc à retenir que c'est une question de quantité, mais c'est aussi et surtout une question de qualité, et on y reviendra à la fin. Alors, l'une des raisons pour lesquelles c'est si important d'avoir des grandes zones de protection, c'est parce que l'un des facteurs les plus importants dans la disparition des espèces, c'est ce qu'on appelle la fragmentation des habitats. Donc c'est représenté ici de façon très schématique. Vous avez un habitat, alors je ne sais pas très bien lequel c'est, parce que, bon, peu importe, vous avez un habitat, mettons une forêt, et puis cette forêt est coupée en deux parce qu'il y a une autoroute, parce qu'il y a une ville, parce qu'on a on a créé des champs, enfin peu importe. On a donc du coup deux demi-forêts, et on pourrait se dire que c'est à peu près pareil, sauf qu'en fait pas du tout, parce qu'il y a plein de facteurs qui jouent. Il y a des espèces qui ont besoin de grands espaces pour pouvoir se développer. Vous n'avez pas forcément la même répartition au moment de la fragmentation du nombre d'individus, et donc du coup plus vous allez être dans un fragment de plus en plus petit, moins la population va être en mesure d'assurer la diversité génétique pour maintenir l'espèce, etc., etc. Il y a plein de facteurs qui jouent. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va couper, plus on va fragmenter, moins au final on va avoir d'espèces, et plus on va mettre en péril des espèces. Et ça, c'est très bien illustré dans ce graphe, un papier qui est sorti l'année dernière, et qui montre qu'en fait, la plupart des vertébrés, donc on reparle toujours des mêmes, c'est la plupart des vertébrés qui sont proches de l'extinction, donc c'est les 8000 et quelques qu'on a vus tout à l'heure sur Our World in Data, comptent moins de 250 individus et sont dispersés dans plusieurs petites populations. Alors comment ça se lit ça? Ici vous avez les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, et donc la totalité des vertébrés, et puis un code couleur qui vous dit que voilà la taille des populations. Ceux qui sont entre 750 et 1000 individus, c'est des populations qui sont en orange. En rouge, celles qui sont entre 250 et 500. Et en bleu, en violet, celles qui sont entre 1 et 250. Donc la majorité, quel que soit le groupe, la majorité des populations sont toutes petites. Donc la fragmentation des habitats, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément. Et alors c'est pour ça que les nouvelles techniques de gestion d'espace vont vers des systèmes intégrants, très intégrants. Alors un exemple que je trouve vraiment très intéressant, c'est le Y2Y, le premier Y c'est Yukon, le deuxième Y c'est Yellowstone. Donc Yellowstone to Yukon, ça fait quand même un espace très très grand, comme vous pouvez le voir ici. La région qui est concernée par la conservation, c'est celle qui est entourée en orange, c'est un espace qui est gigantesque, qui est passé de 8% de protection à 18% entre 1993 et 2008. Alors, on voit ici, au départ, il y avait des noyaux qui étaient en vert clair. Ça, c'est les parcs nationaux originaux qui sont à la fois aux États-Unis et au Canada. Donc, c'est un parc transfrontalier.
parce que les espèces ne connaissent pas très bien les frontières. Et puis, à partir de 1993, il y a eu d'autres espaces qui ont été protégés. Et donc, on a à la fois une densification du nombre d'espaces, qui permet de mieux assurer la répartition des aires à l'intérieur de cette grande aire, des endroits où c'est protégé. Et ce qui a été développé de façon systématique, ce sont la création de couloirs, de corridors en anglais, qui permet de rejoindre des espaces. Ce qui fait qu'il faut imaginer non seulement les endroits fragmentés, comme sur la diapo précédente, mais aussi comment est-ce qu'on crée des ponts pour s'assurer que les animaux peuvent passer soit par-dessus, soit par-dessous, et assurer une continuité des populations, une continuité génétique, et ça c'est très important pour la protection des espèces. Alors j'ai pris un autre exemple, c'est l'initiative qui consiste à créer des couloirs pour le jaguar. On est là aussi en Amérique latine, donc ça part du Mexique et ça va jusqu'en Argentine. En vert foncé, les populations de jaguars actuelles, qui sont disposées dans les différents pays. En vert clair, les corridors qui sont déjà existants, et en rouge, les corridors qui sont prévus, de manière à assurer justement une continuité génétique totale entre l'Argentine et le Mexique pour désenclaver les populations qui sont fragmentées et restituer un espace alors qui se superpose bien évidemment au fonctionnement des cultures humaines et de la vie urbaine et rurale. C'est bien cette juxtaposition des différents espaces qui permet d'assurer les continuités. Alors, ce qui se fait au niveau terrestre avec ces couloirs, ces corridors, c'est quelque chose qui est en train d'être exploré aussi au niveau marin, parce que comme vous vous souvenez, il y a des tâches en haute mer un petit peu partout. Et en fait, pour beaucoup d'espèces, c'est un peu la même chose. Vous avez les requins, les tortues, les thons, beaucoup d'espèces pélagiques qui voyagent entre différents endroits. Et la question se pose de savoir comment est-ce qu'on peut assurer des couloirs. En mer, c'est quand même plus compliqué. Et donc, une des initiatives qui est proposée là, donc qui passera peut-être, c'est de définir ce qu'ils appellent des aires marines protégées à limite mobile. C'est-à-dire que vous avez vos aires qui sont précisées à un endroit, mais à partir du moment où les populations, mettons, de requins ou de thons que vous souhaitet protéger se déplacent, vous pouvez détecter par télédétection qu'elles se déplacent et à ce moment-là, en temps réel, définir que l'AMP est en train de bouger et avertir les pêcheurs sur zone qu'il ne faut pas qu'ils aillent pêcher à tel ou tel endroit parce qu'ils mettent en danger. Alors peut-être qu'ils pêchent la sardine, mais ils vont se retrouver à pêcher du requin et ce n'est pas ce qu'on a envie. Voilà. Donc il y a cette idée de créer sur Terre, c'est relativement facile parce qu'on a des repères forts, mais en fait sur mer, on peut aussi imaginer à l'avenir d'avoir des AMP qui bougent, pour autant que ça soit fait dans l'intérêt des populations de poissons et de mammifères marins, bien sûr. Donc on a commencé à avoir quelques éléments pour voir qu'est-ce qu'il faut protéger et où, mais il y a de plus en plus de modèles très détaillés qui vont vers une approche ciblée et prédictive de ce qu'il faut faire. Alors, avant de regarder ces modèles, j'en ai pris un dans le terrestre, un dans le marin, c'est un petit rappel pour ceux qui connaissent, c'est qu'en fait la biodiversité, elle est très très différente en fonction de là où vous êtes, et le niveau de la quantité d'espèces que vous avez dans un espace varie considérablement, que vous soyez au nord ou au sud où il n'y a quasiment pas de diversité, et puis si vous vous rapprochez de l'équateur, que ce soit dans les Andes, que ce soit dans le bassin du Congo ou que ce soit dans la péninsule malaisienne, pour prendre que ces exemples-là, plus c'est rouge, plus il y a d'espèces. On voit bien que la répartition se fait de manière différente en fonction de la latitude, du type d'habitat. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Et de manière exactement similaire, mais pour des raisons différentes, vous avez la population, la biodiversité marine qui va elle aussi se répartir très différemment, un maximum étant dans le triangle d'or, le triangle de corail, et puis vous avez des populations et des diversités qui sont différentes en fonction de la latitude, est-ce que vous êtes pélagique ou est-ce que vous êtes côtier, etc. Et tout ça, ça va jouer sur le type de protection ou le type de conservation qu'on va faire. D'un point de vue terrestre, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est une initiative donc, qui a été publiée dans Science qui s'appelle The Global Safety Net. Le Global Safety Net, donc comme son nom l'indique,
c'est assurer le filet de protection de la biosphère, c'est-à-dire créer l'espace de protection qui va maximiser les gains. Alors là, en l'occurrence, dans cette étude, ils ont maximisé à la fois la protection de la biodiversité et la capacité à séquestrer du carbone pour lutter à la fois contre l'effondrement du vivant et le réchauffement climatique. Et donc ce que vous avez ici, c'est en vert foncé, c'est ce qui est déjà protégé. En rose, ce qu'il faudrait rajouter pour les espèces rares, donc les espèces endémiques. En vert, ce qu'il faut rajouter pour des écosystèmes qui sont particulièrement intéressants et remarquables. En vert clair, ce qu'il faut rajouter parce qu'il s'y passe des choses particulières, des phénomènes rares. Le reste, c'est une question de intactedness, c'est-à-dire de capacité à assurer une cohérence et un fonctionnement de l'ensemble. Et puis il y a des zones particulières pour la stabilisation du climat et ils sont même allés jusqu'à identifier les corridors qu'il faudrait pouvoir protéger. Donc c'est un travail d'analyse cartographique avec différentes couches. Le tout représente un global safety net qui pourrait à la fois protéger contre l'effondrement de la biodiversité et assurer une captation de carbone. Et c'est un travail qui est fait sur le terrestre. Alors sur cette diapositive, on voit un travail un peu équivalent, mais qui est fait avec un troisième paramètre. Il s'agit à la fois de conserver la biodiversité terrestre, séquestrer le carbone et protéger les ressources en eau. Et ce que l'on a ici, c'est la cartographie des aires prioritaires qui sont plus elles sont rouges, plus elles sont prioritaires, plus elles sont bleues, moins elles le sont. Et là, dans ce modèle-ci, c'est un équilibrage exact entre biodiversité, carbone et eau. Ce que ça montre par rapport à la diapositive précédente, c'est que, alors évidemment, il y a beaucoup de choses en commun parce que les forêts tropicales restent des forêts tropicales et c'est celles qui sont les plus riches, qui assurent l'eau et qui assurent la séquestration du carbone, en partie. Mais il y a quand même des points de différence que je vous engage à regarder de près en comparant. Mais ce que l'on voit ici, c'est que si on prend différents paramètres, on n'obtient pas exactement les mêmes résultats. Et donc, comme on imagine bien que définir qu'est-ce qui va être protégé de ce qui ne va pas être, c'est aussi et surtout des arbitrages politiques, nationaux et internationaux. Le type de représentation, le type de modèle et le nombre de paramètres qui vont être pris en compte va être très important. Alors, un travail similaire, donc on y revient, qui a été fait sur les océans, a permis d'identifier les zones qui sont les plus prioritaires. Donc maintenant, on peut lire cette figure. Là, il s'agit dans ce travail d'identifier les zones qui sont les plus importantes pour 3 paramètres, mais comme dans l'océan, l'eau compte moins, comme vous imaginez bien. C'est la biodiversité, le climat, parce que l'océan est très important pour le captage de carbone aussi, et la production de nourriture. Et en fait, en fonction du nombre d'objectifs à viser, les aires marines protégées que l'on pourrait développer ici seraient très importantes. Par exemple, entre la France et l'Angleterre, ici, c'est une zone qui serait très importante pour les 3 facteurs et qui, aujourd'hui, ne fait pas l'objet d'une protection particulière. Même chose sur la côte italienne, etc. Donc, c'est un moyen d'identifier, c'est un moyen d'instruire les politiques publiques et de définir quelles sont les zones qui sont prioritaires pour la conservation. Et on va trouver de plus en plus d'interactions dans l'avenir avec des résolutions très précises de télédétection, d'identification d'endroits, etc. Ça, c'est un exemple qui n'a rien à voir, mais donc on est toujours, là on est sur une très haute résolution, enfin on est sur une résolution régionale et l'objectif, c'est dans cet exercice, c'est d'identifier quelles sont les zones importantes pour les espèces d'oiseaux qui migrent et en particulier les rapaces qui, comme vous le savez, ont la fâcheuse tendance de se cogner aux turbines des aérogénérateurs, des éoliennes. Et donc,
Ce type de travail permet d'identifier les couloirs dans lesquels les oiseaux passent et dans lesquels il faudrait éviter de mettre des éoliennes, de manière à ce que les plans de conception et d'implantation des éoliennes puissent être les moins impactantes possibles pour les oiseaux qui migrent. Donc on est bien à la fois à un niveau très global et à un niveau plus local sur prendre en compte de plus en plus de facteurs pour essayer d'aménager l'espace et faire que les zones de protection ou les zones d'occupation humaine puissent essayer de créer le moins d'effets secondaires possibles. Et puis, pour aborder la deuxième partie, la restauration. Alors la restauration, donc une définition, c'est la restauration écologique, c'est comment recréer, initier ou accélérer le rétablissement d'un écosystème qui a été perturbé. Et puis pourquoi c'est important? Bien évidemment parce que restaurer les écosystèmes fonctionnels, c'est essentiel pour stabiliser le climat et aussi pour le cycle de l'eau. On l'a vu précédemment, c'est intégrer ces différents paramètres, penser avec les différentes fonctions d'un écosystème et pas simplement sa richesse en biodiversité, c'est vraiment essentiel. Alors il se trouve que la Convention des Nations Unies sur la désertification vient de publier un rapport sur la restauration des écosystèmes, c'est le Global Land Outlook, donc j'ai pris un certain nombre de points de ce rapport. Et pour commencer, indique l'intérêt évidemment de l'approche de la restauration, c'est que si on voit que les conditions des terres ont plutôt eu tendance à s'éroder de façon assez importante ces dernières années. Si on ne fait rien, il n'y a pas de raison que ça aille beaucoup mieux. Il faut vraiment pouvoir essayer de restaurer un maximum de terres pour pouvoir améliorer la situation et la restauration et la protection assurera une récupération fonctionnelle. Donc il s'agit dans un premier cas, si vous voulez, de soigner la terre, de restaurer et ensuite, une fois que c'est fait, de pouvoir prendre les mesures adéquates, soit pour l'utiliser durablement, soit pour la protéger. Donc c'est vraiment l'autre face, il y a conservation d'un côté, restauration de l'autre. Et pour prendre un exemple, toujours issu du même rapport, en tout cas d'un document préparateur au rapport, si on prend le cas d'un espace ici naturel en Afrique et puis qui est progressivement cultivé, ce que l'on va voir, c'est qu'au fur et à mesure que son usage est de plus en plus intensif, ça peut amener à un collapse global et à une érosion des terres très importante. Donc c'est la terre qui est abandonnée qui est à droite ici. Donc le changement de l'intensité de la terre va aller d'un état sauvage à un état complètement dysfonctionnel. Et ce que je trouve intéressant dans ce schéma, c'est la représentation ici qui dit que dans un état sauvage, il y a une sorte d'équilibre naturel d'un écosystème qui fonctionne bien entre la capacité de l'écosystème à séquestrer le carbone, à avoir une fertilité des sols, à réguler l'eau, à maintenir la biodiversité et à assurer une production d'herbes ou en l'occurrence là de récoltes. Et plus on va avoir un usage intensif pour un seul de ces paramètres, donc en l'occurrence dans bien des endroits c'est par exemple la production d'une récolte particulière, plus on va avoir tendance à affaiblir les autres services écosystémiques, les autres dimensions, et arrive un moment où ça s'arrête et la Terre est devenue stérile. Il n'y a plus d'eau, elle ne sécrète plus de carbone, et il est très difficile pour les plantes de se réimplanter. Donc là, on a vraiment un processus de désertification, par exemple, ou d'érosion aggravée des sols. Et donc la restauration, c'est le processus par lequel, soit naturellement, soit aidé par l'homme, on va progressivement aider les écosystèmes à se rétablir. Alors pour se familiariser un peu avec ce type de pratique, j'ai pris quelques exemples. D'abord, un premier exemple visuel. Donc ici, on est en Inde et c'est vous voyez une tranchée qui a manifestement été faite par l'homme. D'un côté comme de l'autre, il n'y a pas grand-chose. Et puis si on laisse au fur et à mesure les berges suivre leur cours, on va avoir une mangrove qui va revenir et qui va au final assurer
le fonctionnement d'un écosystème intégré autour du cours d'eau. Je pense que c'est assez parlant et comme vous pouvez le voir, ça va assez vite. Alors un autre exemple qui est pris cette fois dans les milieux marins, c'est le fait, et c'est une très bonne nouvelle, que, ça vient d'être publié, il y a 2 ans, que les herbiers sous-marins, donc vous voyez c'est les grandes prairies d'algues qui sont très très importantes parce que ce sont des endroits particuliers pour les poissons pour venir pondre et pour que les alevins puissent se développer. Il y avait un rythme très préoccupant de déclin des herbiers en Europe. Donc ça c'est les herbiers qui augmentaient, les herbiers qui diminuaient, et ça c'est la moyenne des deux. Ce qu'on peut voir, c'est que jusqu'aux années 70, ça a été un effondrement très drastique, très important, et qu'à partir des années 80, dans les 2 cas, que ce soit la quantité d'herbiers qui diminue, il y en a de moins en moins, la quantité d'herbiers qui augmente, il y en a de plus en plus, et la différence entre les deux, donc augmente de façon très importante. Et donc les auteurs indiquent que parmi les facteurs qui ont été très importants pour cette restauration des herbiers sous-marins, il y a le fait que les politiques agricoles ont changé et qu'il y a de moins en moins d'intrants en agriculture en Europe, ce qui a permis à des herbiers qui étaient en voie d'effondrement de pouvoir revivre et fleurir. Alors, sur cette diapositive, je vais prendre un autre exemple, cette fois-ci dans le règne animal, parce que les 2 autres étaient consacrés aux végétaux. Ça peut aussi restaurer un écosystème, ça peut aussi être essayer de lutter contre une espèce invasive. En l'occurrence, en Australie, l'un des gros problèmes, c'est les chats redevenus sauvages, donc on appelle les populations férales. Et les chats redevenus sauvages ont la fâcheuse tendance de manger toutes les petites bêtes qu'ils trouvent, et donc notamment un certain nombre de marsupiaux, mais aussi de lézards, d'arthropodes et tout un tas d'espèces. C'est un véritable problème en Australie puisqu'il y a plus d'une centaine d'espèces qui sont menacées d'extinction directement du fait de la pression des chats. Et donc il y a une task force spéciale en Australie pour les capturer et les abattre. Donc c'est à noter qu'effectivement on n'y pense pas toujours, mais dans les petits écosystèmes, en particulier dans les îles, les espèces introduites par l'homme, à commencer par les chats et les rats, sont des causes très importantes de disparition d'espèces qui, en plus quand ce sont des oiseaux, ont perdu l'habitude de voler parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de rencontrer des prédateurs. Alors pour prendre cette fois-ci un exemple beaucoup plus important en taille, quoique l'Australie c'est pas mal, la Grande Muraille Verte, c'est-à-dire le projet pharaonique qui consiste à restaurer des centaines de millions d'hectares entre le Sénégal et Djibouti. Donc c'est une coalition de pays africains qui ont mis en place une politique de coopération. Donc le principe, c'est de se lancer dans un grand programme de reforestation, ou en tout cas de planter, de faire de la replantation d'arbres pour essayer d'éviter que le sable se passe et que la désertification s'étende, et puis de le coupler avec des cultures pour pouvoir assurer la subsistance des populations autochtones. Donc c'est un très gros projet, c'est c'est probablement le plus gros projet concerté de restauration au monde. La Banque mondiale a qualifié le projet techniquement de réussi, donc ce qui est toujours, ce qui est très intéressant parce que c'est toujours un enjeu de savoir si des projets de cette taille-là sont capables de tenir dans le temps, parce que c'est une chose de planter des arbres et c'en est une autre de voir les arbres se développer. Donc au-delà des effets d'annonce de N millions d'arbres plantés, c'est un projet qui, sur plusieurs décennies maintenant, a montré qu'il pouvait vraiment éventuellement marcher. Et là, ils sont dans une phase d'augmentation de l'échelle. Et donc l'avenir nous dira si c'est possible de restaurer à cette échelle-là. Mais c'est probablement l'exemple le plus intéressant à suivre aujourd'hui pour voir comment assurer des restaurations à très grande échelle. Alors la restauration, comme vous l'avez vu, ça prend
c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Et donc sur cette petite image qui est issue de la Society for Ecological Restoration, je trouve que ça illustre bien le fait que ça va de réduire les impacts sociaux. On peut essayer de limiter un polluant ou de retirer un polluant ou de retirer une espèce invasive jusqu'à aller à un écosystème complètement restauré. Et puis toutes les étapes entre réduire, améliorer, réparer, initier, faire des choses différentes et puis ensuite assurer la restauration complète. Il y a toute une gamme de pratiques, à la fois pour les écosystèmes terrestres et les écosystèmes marins. Et c'est devenu un véritable business, en tout cas c'est un secteur d'activité important. Donc, dans ce papier de 2015, la restauration écologique était comparable en taille, enfin était entre la production automobile et la production d'acier aux États-Unis. Donc c'est quand même un secteur qui pèse. Là, c'est le nombre d'emplois directs, donc c'est 126 000 emplois directs. Il y a aussi des emplois indirects. Et puis, c'est un secteur d'activité qui fait, je crois, 10 milliards de chiffre d'affaires, enfin en tout cas en 2015, aux États-Unis. Or, la restauration se pratique dans tous les pays du monde, ou en tout cas dans un très grand nombre. Et donc, c'est peut-être un moyen aussi d'assurer. Là, si on veut parler d'emploi vert, là, je pense que ça se qualifie bien, puisqu'on est techniquement en train de réparer la biosphère. Juste une petite diapositive pour visualiser ce que ça veut dire aux États-Unis, qui est l'un des pays où c'est probablement le plus avancé. Les projets de restauration, c'est essentiellement autour des plans d'eau, des rivières. C'est là où il y a en nombre. Ici, on peut le voir sur la carte. Ce qui est violet, c'est tout ce qui est cours d'eau et marais, plans d'eau. En bleu ciel, c'est les zones de captage de l'eau, en particulier pour l'approvisionnement pour les villes, par exemple, un exemple fameux à New York. Les zones ciblées pour protéger des espèces particulières sont en vert. Vous voyez qu'il y en a aussi, il y a près de 80 projets, mais ils sont nettement moins importants que les deux autres. Et puis, la forêt et la séquestration de carbone, on voit que c'est presque le secteur le plus petit. Donc sur 2300 projets, il y a de l'ordre de 80 projets autour du carbone. Donc il y a de fortes chances que ce secteur en particulier augmente, tout simplement parce qu'avec l'échec pour l'instant d'arriver à endiguer la montée des émissions carbone, la production des émissions carbone, il y a un intérêt de plus en plus prononcé sur les méthodes dites naturelles pour le capter. Et le fait est que la quantité de carbone qui peut être stockée par les forêts est très importante. Alors ça, c'est un papier qui indiquait que si l'on pouvait reforester l'ensemble des aires où il y a un couvert forestier potentiel, on pouvait arriver à capter de l'ordre de 205 gigatonnes de carbone. Donc 205 gigatonnes, c'est énorme, hein, puisque pour mémoire, l'humanité, chaque année, c'est de l'ordre de 60 gigatonnes. Donc là, 205, c'est plus de 3 ans. Ce serait plus de 3 ans de production annuelle de toutes les émissions de gaz à effet de serre équivalentes, pas simplement le carbone. Mais ce papier est fortement contesté et il y a un papier juste après qui est sorti en disant que c'était probablement beaucoup moins, 5 fois moins, que c'est plutôt de l'ordre de 40 gigatonnes, c'est-à-dire d'un peu moins d'une année. Il n'en reste pas moins que c'est un potentiel très 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 important et il y a fort à parier que dans les années qui viennent, la question de savoir où est-ce qu'on peut restaurer, pas simplement faire des monocultures, restaurer des écosystèmes fonctionnels et mesurer le carbone correspondant va avoir un rôle à jouer, pas simplement pour l'écosystème en tant que tel, mais aussi pour la séquestration du carbone. Et de ce point de vue-là, un des endroits les plus importants à protéger et à restaurer, c'est les mangroves, parce que les mangroves ont une capacité de stockage du carbone qui est considérable. Là, c'est un exemple, donc ça c'est un papier qui, là encore, qui est assez récent, de Duarte encore, sur ce que dit la science du blue carbone. Donc le blue carbone, c'est le carbone que l'on peut stocker dans l'eau. On en aura un autre exemple dans l'alimentation auquel on ne s'attend pas tout à fait.
Et là, ce que l'on peut voir, c'est qu'en fonction des différents écosystèmes, la capacité à stocker le carbone à l'hectare peut varier de 500 pour les herbiers à plus de 1500 tonnes de carbone pour les mangroves, ce qui est très important parce que les forêts tropicales, c'est typiquement entre 200 et 600. C'est-à-dire on a quelque chose qui est 2 à 3 fois plus... qui a une capacité de stockage qui est 2 à 3 fois plus élevée. Donc, et en plus, comme ça pousse plus vite, le potentiel de capture est de 30 à 50 fois plus rapide que les forêts. Donc là, il y a quelque chose à faire autour des écosystèmes marins pour non seulement restaurer des écosystèmes qui sont très importants, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais en plus parce qu'on fait d'une pierre deux coups et on permet de séquestrer du carbone. C'est une illustration du Global Safety Net que l'on a vu tout à l'heure. Alors, les institutions se sont vraiment emparées du sujet et le Bone Challenge, par exemple, c'est une initiative donc, des Nations Unies il y a plusieurs vagues. La première, l'objectif, c'était de reforester 150 millions d'hectares de forêts dégradées ou de lieux dégradés jusqu'en 2020. Et il se trouve que les États ont abondé avec le nombre de millions d'hectares qu'ils voulaient restaurer, ce qui fait qu'ils ont revu leurs chiffres à la hausse et maintenant, au lieu de 150 millions en 2020, ils sont passés à 350 millions en 2030. Et donc, il y a déjà plus de 210 millions d'hectares qui sont engagés. Donc, c'est un processus qui marche très bien. Les Nations Unies ont déclaré la décennie qui vient, donc 2021-2030, la décennie de la restauration des écosystèmes pour vraiment mettre le paquet sur la possibilité pour les pays de s'engager. Et sur le papier, c'est quelque chose qui est en train de prendre. Donc là, ce que je vous montre ici, c'est issu du rapport sur la dégradation, c'est que si on prend les 200 millions d'hectares du Bone Challenge et puis 3 autres initiatives, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont aussi des manières pour les États de s'engager à restaurer des écosystèmes sur l'ensemble des hectares sur lesquels il y a un engagement aujourd'hui, on est autour du milliard d'hectares. Du milliard d'hectares. D'accord ? Donc c'est absolument énorme. Donc 1 milliard d'hectares qui couvre des exploitations agricoles, des forêts, des pâturages. Donc autant le Bone Challenge c'est uniquement sur les arbres, autant avec les différents outils, on obtient quelque chose de très significatif. Et donc 1 milliard d'hectares, puisque ça n'est pas facile de voir ce que ça veut dire, c'est la taille de la Chine plus la taille des États-Unis. Voilà. Ça c'est la surface aujourd'hui dans le monde qui est, d'après les gouvernements, en train d'être restaurés ou pour lequel ils ont montré leur intérêt pour être restaurés d'ici 2030. Donc on est sur, si vous vous souvenez des chiffres du début, on est sur des chiffres qui sont du même ordre de grandeur. Voilà. Donc c'est pas absurde, si l'humanité s'en donne les moyens, qu'on arrive à revenir sur une trajectoire qui permettent un maintien du fonctionnement des écosystèmes et d'une grande partie de la biodiversité. C'est l'Afrique subsaharienne qui s'est le plus engagée dans cet effort, parce qu'ils sont aussi bien placés pour voir à quel point la dégradation des terres est un véritable fléau, suivi par l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, l'Asie globalement, du Sud, du Sud-Est, et puis Japon, Corée, Océanie. En Europe et en Europe ou en Amérique du Nord, ça reste assez minime. Donc deux petits coups de projecteur sur les deux plus gros endroits. L'Amérique latine, où effectivement c'est quasiment l'ensemble des pays qui jouent le jeu et qui proposent des millions d'hectares. Donc là, c'est une initiative particulière, celle qui est appelée 20 pour 20, c'est-à-dire 20 millions d'hectares en 2020, donc c'est passé. Et puis l'Afrique, AFR 100, African Forest Landscape Restoration Initiative, qui veut restaurer 100 millions d'hectares en 2030. Donc on a à chaque fois des initiatives d'un certain nombre de pays qui vont décider de mettre soit leurs forces en commun, soit de partager les savoir-faire pour essayer d'avancer. Et je finis cette partie sur la restauration avec deux petits points. Le premier, c'est que la Society for Ecological Restoration crée
chaque année une semaine de la restauration écologique et qui est l'occasion pour des milliers de projets de voir le jour. C'est une véritable, pour les pays pour les endroits qui le font, c'est l'occasion de célébrer une sorte de festival de la restauration, si vous voulez, et qui permet d'engager notamment les jeunes pour leur expliquer pourquoi c'est important et ce qu'ils peuvent faire. Et donc c'est une initiative que je trouve intéressante parce qu'elle lie aussi le sujet à l'éducation. Et puis, au-delà de la restauration, enfin disons qu'il y a 1000 techniques possibles de restauration, il y en a une qui se développe en Europe et qui prend du poids, c'est celle du réensauvagement, alors qui est de prendre, je dirais pas le contre-pied, mais en tout cas d'avoir une vision un peu différente de la restauration. Il y a N manières de restaurer. Il y en a une où on peut être très actif, y compris dépolluer des sols, etc. Ça peut être très intensif en machine et en temps humain. Et puis il y en a une autre qui est de dire, en fait, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de retirer la pression humaine et ça va pousser tout seul. Et donc c'est celle qui est développée ici dans réensauvagement. Là encore, d'ici quelques années, on aura une meilleure idée de savoir quelles sont les méthodes qui sont les plus adaptées dans chacun des contextes. Il y a une littérature déjà là-dessus, mais je ne rentre pas dans le détail. Donc, en conclusion de cette partie, le potentiel de restauration est absolument immense parce que donc le rapport de la Commission des Nations Unies sur la désertification annonce qu'il y a entre 20 et 40% des terres qui sont dégradées à l'échelle de la planète, ce qui est juste énorme. Ces terres dégradées affectent directement plus de la moitié de la population mondiale. Elles couvrent les terres cultivées, les zones arides, les zones humides, les forêts, les prairies du monde. Il y a des zones dégradées absolument, des terres dégradées absolument partout. Comme on l'a vu, c'est un secteur d'activité qui peut être très important. C'est notamment le cas aux États-Unis, donc pourquoi pas le développer dans d'autres pays. Et la communauté internationale s'est engagée à restaurer 1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030, ce qui est grosso modo l'échelle, l'ordre de grandeur de ce que demandaient les scientifiques quand vous reviendrez que j'ai présenté en début d'épisode. Donc pour finir sur un sujet qui est quand même au niveau politique international aujourd'hui, même si on a vu qu'il y avait un certain nombre d'initiatives qui étaient en route. Aujourd'hui, les États n'arrivent pas à s'entendre sur comment faire pour pouvoir avoir une politique commune. Ils ont eu une première série qu'on a appelée les objectifs d'Aichi, qui correspond grosso modo au protocole de Kyoto pour le carbone, à savoir entre 2010 et 2020, ils devaient atteindre 20 cibles, qui sont ici, avec des sous-cibles, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Les seuls qui ont été... alors, c'est facile à lire comme graphique. Les sous-objectifs qui ont été atteints sont en bleu. Donc, il y en a un. Celles qui ont été ratées de pas beaucoup sont en vert. Il y en a 4. Je vous laisse deviner la suite. Donc, les objectifs d'Aichi ont été un échec retentissant. Et même si, et c'est pour ça que je vous ai présenté tout ça avant, parce que sinon ce serait très démoralisant, il se passe plein de choses sur le terrain et il semble qu'il y ait quand même quelque chose qui soit en train de se jouer depuis quelques années. Alors, la suite sera vraiment importante. En 2020, il devait y avoir la conférence, un peu comme les accords de Paris, qui devait déterminer le niveau d'engagement des États, l'argent qui allait être dépensé, les cibles à atteindre, combien de pourcents on devait atteindre sur les mers, sur les terres, etc. Et cet accord n'a pas eu lieu à cause du Covid. Là maintenant, on est en 2022, il est encore reporté. Il devrait avoir lieu en octobre. Kunming, c'est en Chine. La Chine n'est pas le pays qui est le plus proactif sur ces sujets, donc il y a encore des incertitudes sur la qualité de l'accord qui sera trouvé en octobre 2022 et ça peut être déterminant. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus surinterpréter ce qui pourrait se passer comme accord, au même titre que l'accord de Paris de 2015 c'était une victoire importante, mais en même temps, ce n'est pas ça qui garantit le fait qu'on puisse décarboner, c'est bien l'engagement de tout le monde, des pays, des industries, des citoyens, pour la restauration de la biosphère, c'est un peu le même sujet. C'est sûr qu'un accord international aidera, mais il se passe aussi déjà plein de choses. Et donc, pour finir là-dessus, les choses les plus importantes qu'il nous faut faire collectivement, c'est protéger les espèces.
surtout celles qui sont en danger critique, protéger les espaces correspondants, notamment pour lutter contre la fragmentation, restaurer les habitats, et on a vu que ça peut se faire quasiment à toutes les échelles et dans tous les types de biotopes ou d'écosystèmes, réduire massivement les pollutions, parce que c'est un des entrants les plus importants. C'est aussi, on ne pourra maintenir ça que si l'on arrive à stabiliser le climat à terme, parce que si ce n'est pas le facteur le plus important aujourd'hui, plus le temps passe, plus le degré monte et plus ça va le devenir. Et c'est un enjeu de connaissance, un enjeu d'éducation, parce que c'est un sujet qui est bien trop méconnu et sur lequel la complexité des problèmes et le type de solutions qu'on peut apporter sont aujourd'hui pas assez enseignés, compris et appliqués.